Bonjour à toutes et tous. Je voudrais que nous parlions aujourd'hui de l'impédancemétrie multifréquentielle à 2 kHz et de ses applications dans la maladie de Ménière et la malformation de Kerry. C'est, vous le savez, une technique qui a été mise au point à Bordeaux et qui a été basée sur les travaux que j'ai réalisés dans le cours de ma thèse de sciences. De quoi s'agit-il ? Au quotidien, quand vous faites une étude de l'oreille moyenne et que vous recherchez s'il y a une otite séreuse, une disjonction de chaîne, une perforation tympanique, vous faites une impédancemétrie avec une tonale de sonde. C'est ce son qui rebondit sur le tympan et qui revient, et c'est l'analyse du son incident et du son revenu sur le micro qui est dans le conduit auditif, qui permet d'évaluer l'élasticité du système tympano-ossiculaire au sein de l'oreille moyenne. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que, par des nombreuses études qui datent des années 70, c'est que quand on utilise des tonales de sonde supérieures à 1000 Hz, ce n'est plus l'oreille moyenne que l'on étudie, mais c'est l'oreille interne. En fait, nous avons mis au point cette technique et nous l'utilisons maintenant depuis plus de 20 années dans notre équipe. Alors, il faut faire un petit point physique un peu complexe au départ. Qu'est-ce que c'est que l'admittance ? L'admittance, en fait, c'est l'inverse de l'impédance. C'est vrai que, de façon générale, on utilise l'impédance quand on travaille sur l'oreille moyenne, mais en pratique, quand on veut travailler sur des choses plus complexes et notamment sur la biophysique, la biomécanique de l'oreille interne, on va utiliser l'admittance, c'est-à-dire l'inverse. Et ça permet surtout de décomposer cette admittance en susceptance, c'est-à-dire toutes les forces de masse et de rigidité qui empêchent le son de passer, et la conductance qui est au contraire l'ensemble des forces facilitatrices et qui bute en quelque sorte sur les forces résistives de la cochlée. Donc c'est bien la conductance qui est le meilleur témoin de ce qui se passe dans l'oreille interne. Donc on travaille sur cette conductance parce qu'en fait c'est la composante réelle, c'est vraiment ce qui permet d'évaluer la façon dont le son va pouvoir pénétrer dans l'oreille. C'est l'ensemble des forces facilitatrices, mais qui dépend, je viens de vous le dire, des forces résistives de la cochlée. Et vous voyez, ça date des travaux déjà de modélisation mathématique de Svidlowski dans les années 60, donc il y a 60 ans. Cette conductance G, elle est en fait, elle dépend de l'impédance d'entrée de la cochlée et de l'état d'élongation du ligament annulaire qui, bien sûr, suivant son état d'élongation, va permettre plus ou moins facilement le passage du son par l'étrier. Et maintenant, deuxième question, pourquoi 2 kHz ? Il a été montré par Dancer il y a 30 ans maintenant que l'impédance acoustique d'entrée de la cochlée, ce qu'on appelle les ZSC, dépend de l'impédance liée au sous-système étrier ligament annulaire et en aval de l'impédance liquide et de la membrane basilaire, de toute la mécanique de la cochlée. En deçà d'1 kHz, cette impédance acoustique d'entrée de la cochlée dépend essentiellement de l'étrier. Au-delà de 2 kHz, on s'affranchit de ce que nous dit l'étrier et on se retrouve donc à analyser de façon très précise les forces résistives de la cochlée. Et là aussi, c'est un travail qui est très ancien, puisqu'il date lui aussi d'il y a 30 ans. Et il faut remercier Merchant. Il y a une notion dont il nous faut parler, c'est la fréquence de résonance de l'oreille. Tout élément physique a une fréquence de résonance qui est la fréquence à laquelle il est le plus sensible aux variations pressionnelles. Et cette fréquence de résonance de l'oreille, c'est donc la fréquence à laquelle l'oreille est la plus sensible, là où le son, sur cette fréquence, va pénétrer le plus facilement dans l'oreille. Et en fait,
cette fréquence, elle se définit comme celle où les éléments de masse et de rigidité de la cochlée sont égaux. Et quand ces éléments sont égaux, la susceptance, c'est-à-dire les forces qui empêchent le son de passer, est nulle, et donc le son peut passer plus librement. Quand l'oreille est dite masse contrôlée et que la résistance est basse, par exemple dans une rupture de chaîne, cette fréquence de résonance va diminuer, et au contraire, elle augmente quand le système est plus rigide, comme par exemple dans le cas de l'autospongiose. Et on verra que dans la maladie de Ménière, la fréquence de résonance diminue. Alors en pratique, que fait-on? En pratique, si on a l'appareil, bien sûr, dont je vais parler tout à l'heure, qui est à votre disposition, vous faites un tympanogramme d'admittance classique à 226 Hz. C'est nécessaire, indispensable, parce que ça va vous permettre de voir si l'oreille moyenne est normale. C'est-à-dire s'il y a une parfaite équilibration par la trompe de stage, la pression dans l'oreille, que les osselets sont normaux, de manière à s'affranchir de cette notion. Si vous avez le moindre décalage de votre pic de tympanométrie, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, vous n'obtiendrez rien. Ensuite, l'appareil va vous permettre, par son potentiel de montée à haute fréquence, d'analyser à 2 kHz et de décomposer l'admittance Y et ses dérivés trigonométriques que sont la conductance G et la susceptance B. Ensuite, l'appareil de lui-même va calculer la fréquence de résonance en fonction du glissement fréquentiel, à quel endroit la susceptance s'annule. Et quand la susceptance s'annule, comme je vous l'ai dit précédemment, on est à la fréquence de résonance. Alors voilà l'appareil qui va vous permettre d'avancer, et c'est le seul pour l'instant qui soit disponible sur le marché, malgré nos efforts. Je ne suis pas vendeur, je n'ai pas de lien d'intérêt du tout dans ce domaine, mais c'est le seul appareil que le Gratian Stadler Tempstar Pro qui permet ce glissement fréquentiel et vous fait un test de conductance très simple et très rapide, un test extrêmement rapide. Revenons 2 minutes sur l'historique et la validation expérimentale que j'ai conduite. Ça nous ramène quelques années en arrière, c'est-à-dire il y a 25 ans. J'avais travaillé sur le chinchilla et le cobaye et j'avais montré que les variations de pression que j'imprimais à l'oreille interne avaient une résonance particulière sur les pics de tympanogramme, de susceptance et de conductance. Par exemple, en faisant une fistule dans la fenêtre ronde, on voyait arriver un pic avant le pic de tympanométrie de la conductance, et on voyait ce pic disparaître avec la cicatrisation. Et on voyait la même chose sur 2 cobayes différents, par exemple ici. Le plus complexe a été en fait de se bloquer sur la pression de l'oreille interne par un petit cathéter inséré de façon étanche dans la cochlée, et en faisant monter la pression en injectant du liquide, on voyait apparaître un pic, un deuxième pic de tympanométrie qui disparaissait quand on diminuait la pression, on le voyait qui disparaît, et qui réapparaissait quand on augmentait. Donc même si l'oreille interne n'est pas vraiment un milieu clos, le fait d'insérer autant de liquide par rapport au contenu de l'oreille interne avait un effet immédiat et ne permettait pas au mécanisme de compensation de se mettre en route. Donc en fait, c'est une validation expérimentale qui a été conduite, puis une validation clinique par Valérie Franco-Vidal, et qui a montré que cette admittance-métrie dans la maladie de Ménière était extrêmement modifiée dans la plupart des cas, et que si l'on regarde le pic de conductance G à 2 kHz, on voyait l'écart entre les pics chez le sujet normaux s'élargir, et c'est cela qu'on doit regarder dès que cet écart entre les pics, ce sont 2 bosses du chameau, est de plus de 225 dégapascales ici, sur l'abscisse, eh bien vous êtes sûr que vous avez une hyperpression dans l'oreille interne. Voilà donc par exemple un test négatif sur l'oreille droite, sur l'oreille gauche,
Et ici, un test positif sur l'oreille droite et sur l'oreille gauche, puisqu'on est à plus de 235 décapascales entre les deux pics, les deux bosses du chameau. Alors, il y a d'autres études qui ont été menées, notamment en 2024, qui ont démontré, notamment dans le Journal of Clinical Medicine, par Christophe Tsilivikos et collaborateurs, que cette impédancemétrie multifréquentielle, et spécialement la largeur de G à 2 kHz, était un outil très important dans le diagnostic de la maladie de Ménière. Alors, nous avons conduit bien sûr des études cliniques, et ce qui était très intéressant, c'est de s'être posé la question expérimentale, de savoir si le fait de voir ces pics s'élargir était vraiment dû à une hyperpression. Et pour cela, on a copié un peu le modèle expérimental de Paul Avant et de Thierry Momme à Clermont-Ferrand, en basculant le patient de vertical à l'horizontale et de l'horizontale même en train de Limbourg. Et on voyait apparaître, en fonction de cette position et donc de l'augmentation de la pression intracrânienne qui provoquait une augmentation de la pression de l'oreille interne à travers de l'aqueduc cochléaire, on voyait les pics de tympanométrie s'élargir. Donc ce à quoi nous assistions, c'est-à-dire cet élargissement des pics dans la maladie de Ménière, était bien en lien avec une hyperpression. Et nous l'avons publié, Valérie Franco-Vidal a fait un très joli travail, et nous l'avons publié dans l'Otologie Neurotologie il y a maintenant 10 ans. Donc vous voyez, tout ça c'est ancien et tout à fait éprouvé. Et nous avons repris d'autres études de manière à confirmer tout ça, que ce soit dans la maladie de Ménière ou dans la maladie de Chiari, qui est aussi quelque chose d'intéressant parce que dans la maladie de Chiari, le prolapsus de l'amygdale cérébelleuse empêche le liquide de circuler derrière le cervelet, empêche le quatrième ventricule de contrôler sa pression, et surtout a un effet de siphonnage ou de blocage de l'aqueduc cochléaire qui va conduire à une hypopression à l'intérieur de la périlymphe qui déclenche une hyperpression relative, bien sûr, de l'endolymphe. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que si on compare un témoin avec l'oreille asymptomatique d'un patient Ménière et l'oreille symptomatique d'un patient Ménière, on voit que la fréquence de résonance diminue nettement, notamment, mais elle diminue également dans la Ménière asymptomatique, mais l'oreille contralatérale est souvent elle aussi malade, de façon latente, et le Ménière symptomatique encore plus, bien sûr. Donc on observe en fait dans le Ménière une diminution de la fréquence de résonance, un élargissement du pic, des deux bosses du chameau à 2 kHz, qui reproduit en fait l'effet Trendelenburg, donc l'effet pressionnel. Donc c'est bien une hyperpression labyrinthique que nous mettons en évidence par ces tests positifs. Voilà. Dans le Chiari, c'est encore pire. Ce phénomène est exagéré puisqu'on voit que si dans le Ménière on a une augmentation très nette de l'interpic, dans le Chiari c'est bien plus. Et c'est vraiment significatif entre le Ménière et le Chiari. Donc dans la maladie de Chiari, qui se manifeste très souvent par des crises de Ménière, mais en général sans surdité très marquée, on a une sensibilité de 60% du test. Et nous avons beaucoup travaillé à Bordeaux sur les maladies de Chiari, plus d'une centaine opérées, en voyant ce que cela donnait avant, ce que cela donnait après, et on voyait que le fait de redonner de l'espace au liquide cérébrospinal, de normaliser sa pression dans le ponto-cérébelleux, en libérant l'amygdale cérébelleuse, cela avait un effet sur l'impédancemétrie multifréquentielle également. C'est dommage, malheureusement, cette étude n'a pas été publiée. Donc, dans cette maladie de Chiari, il y a un effet Ménière-like, avec là encore une hyperpression labyrinthique, plutôt cette fois endolymphatique. Alors, bien sûr, la discussion, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ce test? Eh bien, ce test, je vais le classer dans les tests pressionnels
comme le test au glycérol, l'électrocochléographie ou le déphasage des produits de distorsion acoustique tels que le pratique l'école clermontoise avec Thierry Momme et Paul Avant. C'est un test qui a l'avantage d'être très rapide, totalement indolore, comme une tympanométrie finalement, hein, extrêmement reproductible et surtout de façon, et ça c'est essentiel par rapport au déphasage des produits de distorsion acoustique, ce test est indépendant de l'audition. Vous pouvez le faire sur une oreille hypophotique, par exemple, dans un vertige retardé. Et puis dans le Chiari, c'est intéressant pour relier les symptômes otologiques que l'on peut observer dans cette maladie et les troubles circulatoires impressionnels du liquide cérébro-spinal. Donc, pour nous résumer, l'élargissement est bien témoin de l'hydrops. Il n'y a pas d'hypopression relative chez les patients ménières hors crise et les troubles pressionnels secondaires sont importants et ménière-like dans la malformation de Chiari. Alors la question qui se pose, c'est bien sûr de savoir quel rapport on a avec l'IRM maintenant qu'elle nous permet de rentrer dans l'intimité de l'oreille interne et de séparer l'image de l'endolymphe de celle de la périlymphe. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre les deux. C'est un travail de Cato qui est déjà ancien, puisque lui aussi a plus de 10 ans. Hein. Il avait comparé l'hydrops tel qu'il était révélé à l'époque par les injections transtympaniques de gadolinium et le pic de conductance en tympanométrie. Et c'était tout à fait cohérent. Et il avait conclu par cette dernière phrase, la tympanométrie multifréquence peut être utilisée pour évaluer non seulement l'oreille moyenne, ça bien entendu, mais aussi l'oreille interne. Il y a aussi ce très joli travail de Yasui, là aussi plus de 10 ans, qui appuie sur les mêmes choses et démontre que cette tympanométrie à 2 kHz, avec une tonale de sonde de 2 kHz, est souvent positive chez les patients présentant une surdité aiguë sur les graves. On sait de façon intuitive que ces surdités sur les graves sont pour beaucoup des surdités pressionnelles. Eh bien, l'impédancemétrie multifréquentielle vient à votre secours pour le montrer également. Autre travail, celui de Sugazawa, qui a, dans audiologie et neurotologie, également plus de 10 ans, qui a répliqué, qui a fait exactement les mêmes tests que nous et qui a trouvé les mêmes résultats. Donc finalement, c'est très intéressant et on se rend compte que nous faisons école avec plusieurs depuis publications qui vont dans le même sens, en montrant également que le glycérol test a un effet sur la fréquence de résonance chez les patients qui ont une maladie de Ménière, en la remontant, qu'il y avait aussi des effets de l'impédancemétrie multifréquentielle dans le diagnostic ou en tout cas dans le cours pathologique des maladies chroniques du rein en hémodialyse. Et on sait que ces patients qui sont en hémodialyse avec une insuffisance rénale ont des troubles pressionnels de l'oreille interne. Même chose pour le travaux d'Ishizu en 2018 ou celui au cours de la grossesse en 2016 de Dag et collaborateurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'impédancemétrie multifréquentielle. Moi, je vous encourage à utiliser cette technique très simple. Le seul inconvénient peut-être, bien sûr, c'est d'avoir à sa disposition l'impédancemétrie qui convient, qui vous permet de faire toutes les impédancemétries, la réflexe tapédienne, tout votre travail d'impédancemétrie classique, et d'y rajouter ce travail sur l'oreille interne. Alors, vous allez me dire peut-être, est-ce que le wideband tympanométrie peut vous apporter la même chose? En fait, non, il n'y a pas de publication claire d'études scientifiques qui aient été menées précisément sur le Ménière et qui nous offre un test aussi simple que celui que je vous propose avec le test de G à 2 kHz et le travail sur les bosses du chameau. Voilà, j'espère que je ne vais pas vous avoir trop ennuyé et à bientôt pour d'autres leçons.